Vous avez cette impression étrange, n'est-ce pas? Cette sensation, comme un parfum entêtant, qui, à force d'être trop présent, finit par lasser sur les boulevards parisiens. Plus vous tentez de retenir quelqu'un, plus cette personne vous glisse entre les doigts. C'est comme si l'intensité de votre désir, de votre besoin, créait une force inverse, une sorte de répulsion invisible qui éloigne précisément ce que vous cherchez à garder. Vous donnez tout, vous vous investissez corps et âme, vous adaptez votre vie, vous attendez un appel, un signe, un SMS furtif sur votre téléphone posé sur le zinc d'un café, et pourtant le vide se creuse. C'est une expérience universelle, douloureuse et souvent incomprise, qui nous laisse désemparés à la limite de l'épuisement émotionnel. On se demande ce qu'on a bien pu faire de mal. On cherche la faille en soi. On s'épuise à analyser chaque mot, chaque geste de l'autre, comme si la... Mais que se passe-t-il lorsque cette bataille, loin de rapprocher, ne fait que creuser un fossé? Que se passe-t-il lorsque votre acharnement à aimer devient pour l'autre une pression insoutenable, une entrave à sa propre liberté? C'est le paradoxe cruel que nous allons disséquer aujourd'hui. Le paradoxe de vouloir tellement l'autre que vous en oubliez de vouloir vous-même. Et c'est précisément cette force que vous avez en vous, cette capacité à exister pleinement sans l'autre, qui peut transformer radicalement la dynamique de vos relations. C'est la force du « je peux vivre sans toi » qui, étrangement, peut obliger l'autre à chérir votre présence, non par obligation, mais par un désir renouvelé, authentique. Aujourd'hui, vous allez non seulement comprendre ce mécanisme subtil et implacable qui opère dans vos relations, mais vous allez aussi ressentir une libération profonde. Vous découvrirez comment cette dynamique, qui semble vous piéger dans un tango sans fin, peut en réalité devenir votre plus grande force. Nous allons explorer ensemble une vérité brutale, oui, mais une vérité qui, une fois acceptée, vous offre les clés d'une autonomie émotionnelle inébranlable. Imaginez un instant ne plus être otage de l'attente, ne plus voir votre bonheur dépendre d'un regard, d'un message, d'une présence. Imaginez vous réveiller le matin, non pas avec l'angoisse de la connexion, mais avec la certitude tranquille de votre propre valeur, comme un artisan sûr de son art dans son atelier. C'est ce chemin que la pensée de Freud vous propose d'emprunter, un chemin vers une sérénité que vous pensiez perdue. Sigmund Freud, avec sa lucidité perçante sur les profondeurs de l'âme humaine, nous a montré que certaines de nos quêtes les plus ardentes sont parfois sabotées par nos propres mécanismes inconscients. Il ne s'agit pas de manipulation, loin de là. Ce n'est pas un jeu cynique où l'on calcule ses moindres faits et gestes pour obtenir un résultat, comme un fin stratège échiquier. Non, c'est bien plus profond que ça. C'est une danse involontaire, un jeu de miroir entre nos peurs les plus intimes et le désir de l'autre. C'est une erreur que beaucoup commettent, que l'on commet souvent sans même s'en rendre compte, pris dans le tourbillon de l'affection ou de l'espoir, comme un bateau sans gouvernail dans une tempête émotionnelle. La bonne nouvelle, c'est que cette erreur n'est pas une fatalité. Elle est une invitation à une prise de conscience. Si cette vérité résonne en vous, si vous sentez que cette conversation pourrait bien être la clé qui manquait à votre serrure émotionnelle, alors prenez un instant, laissez un pouce bleu pour montrer que vous êtes prêt à recevoir ces vérités. Abonnez-vous à la pensée de Freud pour ne manquer aucune de ces réflexions qui peuvent véritablement changer votre perception du monde, et activez la petite cloche pour être certain de ne pas passer à côté de ces contenus qui, je vous le promets, sont conçus pour faire virer la clé dans votre esprit. C'est notre pacte. Je vous offre une perspective nouvelle, un éclairage sur ce qui se joue en vous, et vous soutenez cette exploration collective de l'inconscient pour que ces pensées continuent de vous éclairer, vous et d'autres qui, comme vous, cherchent à se libérer de leurs chaînes invisibles. C'est une forme de réciprocité essentielle pour que cette communauté grandisse et que la lumière se fasse sur des zones d'ombre. Ensemble, nous allons déchiffrer les signaux que vous avez peut-être ignorés, les erreurs que vous avez, comme tant d'autres, pu commettre. Nous allons explorer cette virée émotionnelle qui vous attend, cette déclaration finale que vous pourrez faire à vous-même et au monde. Et surtout,
je vous guiderai vers un rituel simple mais puissant, un cheminement de 21 jours qui transformera votre manière d'être et d'aimer, vous offrant une force intérieure que rien ne pourra ébranler. Mais ce rituel, cette pierre angulaire de votre nouvelle autonomie, je ne vous le révélerai qu'à la toute fin. Restez jusqu'au bout, car chaque minute de cette discussion est une étape vers une liberté que vous n'imaginiez peut-être plus. Une liberté qui se savoure comme un bon vin de Bordeaux, lentement mais intensément. Ce que nous allons explorer ensemble, c'est ce mécanisme subtil, presque invisible, qui sabote nos intentions les plus pures. Il ne s'agit pas d'un simple jeu d'esprit, mais d'une loi psychologique profonde, d'une sorte de gravité émotionnelle qui attire ou repousse. Freud, avec son regard perçant, nous a montré que la dépendance, même déguisée en amour ardent, crée une pression insoutenable. L'autre, comme un oiseau en cage, finit par chercher la fenêtre. Non pas parce qu'il ne vous aime pas, mais parce qu'il étouffe. C'est ce que j'appelle l'effet du vide créateur. Imaginez une œuvre d'art rare, exposée avec soin dans une galerie silencieuse du Marais. Sa valeur ne réside pas dans le fait que vous la poursuiviez avec frénésie, la suppliant de vous appartenir. Non, sa valeur est intrinsèque. Elle est là, dans sa propre splendeur, occupant son espace, et c'est précisément cette présence autonome, cette capacité à exister par elle-même, qui attire le regard, suscite le désir et force l'admiration. Si vous deviez courir après le tableau, l'arracher de son mur, il perdrait instantanément son prestige, son aura. Il deviendrait un objet de possession, non plus une source d'inspiration. C'est la même chose dans vos relations. Votre capacité à créer un vide autour de vous, un espace où vous existez pleinement, sans besoin impérieux de l'autre, est ce qui, paradoxalement, peut rendre votre présence précieuse et chérie. Le manque, la distance saine, le « je peux vivre sans toi » ne sont pas des punitions, mais des invitations. Prenez l'histoire d'Élise, une jeune femme brillante qui travaillait dans une maison d'édition près de la Seine. Elle était tombée éperdument amoureuse d'un artiste un peu bohème. Au début, tout était passion. Mais Élise, par peur de le perdre, a commencé à s'effacer. Elle annulait ses sorties entre amis pour être disponible. Adapter ses goûts musicaux aux siens, laisser de côté ses propres projets d'écriture pour l'aider dans les siens. Elle était tellement présente, tellement dévouée, que l'artiste, sans même s'en rendre compte, a commencé à ressentir une forme d'étouffement. Il ne la voyait plus comme la femme pétillante et indépendante qu'il avait rencontrée, mais comme une ombre de lui-même, toujours prête à le suivre. La micro-décision d'Élise de ne jamais dire non, de toujours prioriser l'autre, a eu pour effet de le faire s'éloigner, non pas par méchanceté, mais par un besoin inné d'espace et de redécouvrir la personne qu'il avait aimée. Elle a cherché à le retenir par sa présence constante, mais c'est sa propre absence, son propre moi, qu'elle a fini par perdre. Alors, comment reconnaître que vous êtes pris dans les rouages de l'effet du vide créateur? Le premier signe, souvent difficile à admettre, c'est cette quête incessante de validation. Vous savez, cette petite voix intérieure qui vous pousse à vérifier son téléphone toutes les 5 minutes, à analyser la ponctuation de son dernier message, à vous demander si vous avez bien fait, bien dit. C'est ce besoin constant de rassurer l'autre sur vos sentiments, de lui prouver votre amour, de lui rappeler votre importance. Vous le percevez en vous lorsque vous vous sentez anxieux si un message reste sans réponse, lorsque vous modifiez votre emploi du temps pour être disponible à la moindre sollicitation, même si cela bouscule vos propres plans. La micro-action que vous pouvez faire dès aujourd'hui, c'est de faire une pause. Avant d'envoyer ce message supplémentaire, avant d'appeler pour prendre des nouvelles, demandez-vous: est-ce que je le fais pour moi ou est-ce que je le fais par peur de son absence, par besoin de sa réaction? Prenez une grande inspiration et attendez 1 heure. Vous serez surpris de la clarté que cette simple attente peut apporter. Mais il y a un détail que presque personne ne perçoit, une nuance encore plus profonde qui se cache derrière cette quête de validation. C'est un signe qui, s'il n'est pas identifié, peut vous enfermer dans une spirale. Je vous le montre juste après. Le deuxième signe, c'est ce que j'appelle l'effacement de soi.
C'est lorsque vous commencez à fusionner votre identité avec celle de l'autre. Vos centres d'intérêt s'amenuisent au profit des siens. Vos amis passent au second plan. Vos projets personnels sont mis en veille. Vous vous retrouvez à aimer ce qu'il aime, à détester ce qu'il déteste, comme un caméléon qui change de couleur pour se fondre dans le décor. Vous le percevez en vous si vous avez l'impression de ne plus savoir qui vous êtes sans cette personne. Si vos conversations tournent toujours autour d'elle, si vos journées sont rythmées par son humeur, ses envies, ses disponibilités. Vous perdez votre saveur unique, cette touche personnelle qui vous rendait si attachant au départ, comme un plat gastronomique qui perdrait ses épices. La micro-action ici est simple, mais puissante. Reconnectez-vous aujourd'hui avec une passion que vous aviez mise de côté. Un livre que vous aimiez lire, une promenade dans un quartier de Paris que vous adorez, un ami que vous avez délaissé. Faites-le pour vous, sans attendre de validation de l'autre. Si ces mots résonnent en vous, si vous sentez que vous avez déjà vécu ces situations, je vous invite à laisser un commentaire avec un seul mot, clarté. Je lis chacun de vos messages et je réponds personnellement aux plus pertinents, car c'est dans cet échange que la véritable transformation opère. Votre engagement est essentiel pour que cette exploration continue. Et rappelez-vous que le rituel final, cette feuille de route de 21 jours pour ancrer cette nouvelle force en vous, ne sera révélé qu'à la fin de cette session. Restez avec moi, car la suite de notre cheminement va vous révéler comment inverser cette dynamique et retrouver votre véritable pouvoir. Ce détail que presque personne ne perçoit après l'effacement de soi, c'est ce que j'appelle le sacrifice silencieux. C'est cette tendance à donner, à se plier en quatre, à renoncer à ses propres désirs et même à son bien-être, dans l'espoir secret que ses efforts seront enfin reconnus, enfin récompensés par l'attention, l'amour ou la simple présence de l'autre. C'est une forme de marchandage inconscient, une transaction que l'on mène avec soi-même et dont l'autre n'est même pas conscient. Vous le percevez en vous lorsque la micro-action que vous pouvez entreprendre dès aujourd'hui, c'est d'identifier un domaine précis où vous vous sacrifiez silencieusement. Il peut s'agir de votre temps, de votre énergie, d'une activité que vous avez mise en pause pour l'autre. Décidez de récupérer une infime partie de ce que vous avez abandonné. Par exemple, si vous annulez systématiquement votre séance de sport ou votre cours de dessin pour être disponible, engagez-vous à y aller une fois cette semaine. Faites-le pour vous, sans justification ni explication à l'autre. C'est un acte de réappropriation de soi, une manière de retrouver un petit bout de votre territoire intérieur, comme un peintre qui retrouverait son atelier secret après l'avoir longtemps délaissé. C'est un signal puissant que vous vous envoyez à vous-même. Vous comptez. Mais attention, ce n'est pas tout. Il y a une autre illusion, encore plus pernicieuse, qui vous pousse à croire que votre valeur dépend intrinsèquement de la reconnaissance de l'autre. C'est une prison dorée, construite avec les briques de l'affection, et je vais vous montrer comment en briser les barreaux. Le quatrième signe, insidieux et souvent glorifié, c'est la dépendance émotionnelle déguisée en amour inconditionnel. On nous a appris, à travers des poèmes romantiques et des films à l'eau de rose, que l'amour se mesure à la profondeur de votre besoin de l'autre, que la fusion est l'ultime preuve d'affection, une sorte de pacte éternel. En réalité, c'est une dépendance masquée, où votre bonheur, votre équilibre émotionnel et même votre sentiment d'exister sont entièrement délégués à la présence et à l'humeur de l'autre. Vous le ressentez lorsque la simple idée d'une vie sans cette personne vous plonge dans une angoisse existentielle, une peur panique du vide. Vous confondez le manque avec le vide, la passion avec la possession, l'intensité d'une relation avec sa santé. Chaque fluctuation de l'humeur de l'autre, chaque silence, chaque distance impacte directement la vôtre, comme si votre thermostat émotionnel était branché sur le sien, vous faisant passer du soleil éclatant de la Côte d'Azur à la grisaille de l'île en un instant. Vous n'êtes plus le maître de votre propre ciel. La micro-action ici est de pratiquer la déconnexion intentionnelle. Choisissez un moment précis dans votre journée, même bref, pour vous concentrer exclusivement sur une activité qui vous plaît, qui vous nourrit, sans vérifier votre téléphone, sans penser à l'autre. Cela peut être écouter cet album de musique classique que vous aimez tant.
lire quelques pages de ce roman de Balzac posé sur votre table de chevet, ou simplement contempler les nuages défiler au-dessus des toits parisiens. L'objectif n'est pas de l'ignorer, mais de retrouver la sensation d'être complet en soi, d'exister pleinement même pour quelques minutes, en dehors de l'orbite de l'autre. C'est un muscle que l'on réapprend à contracter, celui de l'autonomie. Ces signes, ces mécanismes de l'effet du vide créateur, sont des invitations à une profonde introspection. Ils vous montrent que la solution n'est pas dans l'acharnement à poursuivre, mais dans l'art de se retrouver. Mais comment concrètement inverser cette dynamique qui semble si ancrée dans nos comportements et nos peurs? Comment passer de la quête incessante à la présence désirée? C'est ce que nous allons explorer ensemble en allant au-delà de ces constats pour vous offrir les outils d'une véritable transformation. Et n'oubliez pas, le cheminement de 21 jours, ce rituel qui vous permettra d'ancrer cette nouvelle force, vous attend à la toute fin de cette session. Restez, car la suite va vous révéler une perspective libératrice. Cette illusion, cette prison dorée que nous construisons avec les briques de l'affection. Elle est d'autant plus difficile à démanteler qu'elle se part des atours de l'amour. Nous pensons que c'est de l'amour, alors qu'en réalité, c'est une forme de marché, un échange implicite où nous donnons notre liberté contre la présence de l'autre. Le problème, c'est qu'en France, comme ailleurs, la liberté est un bien précieux. On ne l'échange pas, on la cultive. Et quand l'autre perçoit que sa présence est devenue le prix de votre liberté, la relation se transforme en une dette, non plus en un cadeau. C'est une erreur fondamentale que beaucoup commettent, pensant que plus ils donnent, plus ils recevront. Mais l'effet du vide créateur nous enseigne l'inverse. C'est en vous remplissant vous-même, en vous honorant, que vous créez un espace où l'autre peut vouloir vous rejoindre, par désir pur, non par obligation. C'est la différence entre une invitation sincère à partager un moment et une exigence de présence. C'est la différence entre un pique-nique improvisé au Champ de Mars, léger et joyeux, et un dîner d'affaires où chaque mot est pesé. La France, patrie de la gastronomie et de l'art de vivre, nous enseigne pourtant une. C'est comme vouloir forcer un flâneur sur les quais de la Seine à admirer la Tour Eiffel. L'admiration naît de la liberté de regarder, non de l'obligation. Le jeu change quand vous comprenez que votre valeur n'est pas un plat à vendre, mais une source intarissable que vous cultivez en vous. Prenez le cas de Marc, un professeur de philosophie à la Sorbonne. Il avait toujours eu des relations où il se sentait en quête constante d'approbation. Sa compagne, une architecte brillante, semblait toujours un peu distante. Marc, désireux de la garder, redoublait d'attention, organisait des week-ends surprises en Bretagne, lui achetait des éditions rares de livres d'art. Il se pliait en quatre, toujours à l'écoute, toujours disponible. Il était, à ses propres yeux, l'amant idéal. Pourtant, elle s'éloignait. Un jour, épuisé, Marc a décidé de se replonger dans ses propres passions. Ses recherches sur Spinoza, ses longues balades solitaires dans le jardin du Luxembourg. Il a recommencé à écrire des essais, à retrouver ses amis de faculté qu'il avait un peu délaissés. Il a cessé d'adapter son emploi du temps au sien. Il a créé son propre espace, non pas par vengeance, mais par nécessité de se retrouver. Et c'est là que le miracle s'est produit. Son ex-compagne, qui avait toujours été un peu évasive, a commencé à le chercher. Elle s'est intéressée à ses recherches, a proposé des dîners, a exprimé son admiration pour sa renaissance. Elle a redécouvert l'homme qu'elle avait aimé, celui qui existait par lui-même avant qu'il ne s'efface pour elle. Marc n'avait rien fait pour la retenir, il avait simplement choisi de se retrouver. Il était passé de la réaction à la leadership émotionnel et cela a tout changé. Une micro-ferramenta que vous pouvez appliquer dès maintenant, c'est ce que j'appelle le déjeuner solitaire conscient. Car le chemin est là, devant vous, mais il demande un courage certain, celui de se regarder en face, sans phare, comme un artiste devant sa toile vierge. Cette question,
elle est le seuil d'une nouvelle ère pour vous. Car la plupart d'entre nous, conditionnés par des idéaux romantiques dignes d'un film de la nouvelle vague, ont été poussés à croire que l'amour se gagne à force de persévérance, de sacrifice, d'une présence constante. Mais la vérité, brutale mais libératrice, est que cette approche, loin de créer un lien indéfectible, active précisément l'effet du vide créateur. C'est un paradoxe que nous portons en nous, souvent sans le savoir, et qui nous fait dévier de notre propre chemin. En France, terre de passion et de raison, nous valorisons l'indépendance, l'esprit critique, la capacité à être soi. Pensez à l'art de la conversation où chacun apporte sa propre pensée, son propre éclairage. Si l'un des interlocuteurs se contente d'acquiescer, de chercher l'approbation, la conversation perd de son sel, n'est-ce pas? Elle devient fade, prévisible. Il en va de même pour les relations. Quand votre existence se plie à celle de l'autre, quand votre je se dissout dans le nous, sans un espace propre, vous lui retirez la possibilité de découvrir et d'aimer votre singularité, votre propre lumière. Vous devenez un écho, non une mélodie distincte. C'est comme si vous offriez un tableau de maître en vous excusant de son existence, alors que sa seule présence devrait suffire à éblouir, à captiver. L'erreur n'est pas dans l'amour que vous portez, mais dans la manière dont vous le manifestez, en le transformant en une quête incessante plutôt qu'en une offrande sereine. Le véritable amour, la connexion profonde, ne s'épanouissent pas dans la fusion aveugle, mais dans la rencontre de deux entités complètes, deux mondes qui choisissent de s'entremêler, non de se dissoudre l'un dans l'autre. L'effet du vide créateur. Ce n'est pas une stratégie pour rendre l'autre jaloux ou manipulateur, loin de là. C'est une invitation à redevenir entier, à restaurer votre propre souveraineté émotionnelle. C'est un acte de respect envers vous-même qui, paradoxalement, devient un acte de respect envers l'autre, lui offrant l'espace nécessaire pour désirer votre présence, non la subir. C'est la différence entre une danse à deux, où chacun mène à son tour, et une danse où l'un tire l'autre par la main, le forçant à suivre ses pas. Prenons l'exemple de Sofia, une jeune architecte d'origine algérienne installée à Lyon, qui concevait des espaces à la fois modernes et empreints de tradition. Elle avait cette habitude de toujours s'adapter à son compagnon, un chef cuisinier très exigeant, toujours en mouvement, entre ses restaurants et ses projets. Elle annulait ses sorties entre amis, mettait ses projets de rénovation en pause pour être présente, même si cela la rendait malheureuse, frustrée. Elle se sentait épuisée, vidée. Ses efforts, loin de le rapprocher, semblaient le rendre encore plus distant, comme si sa disponibilité excessive le rassurait trop, lui retirant tout besoin de faire des efforts de son côté. Elle avait cette impression étrange, n'est-ce pas? Que plus elle se montrait indispensable, moins elle l'était. Un jour, une amie plus âgée, une sage-femme de sa famille, lui a dit avec la sagesse des anciens « Sophia, un jardin ne fleurit pas si tu arraches toutes les autres plantes pour qu'une seule domine. Il faut de la diversité, de l'espace, pour que chaque fleur trouve sa propre lumière. » Inspirée par cette métaphore, Sophia a décidé de reprendre ses cours de poterie qu'elle adorait, de passer plus de temps avec sa famille, de retravailler sur un projet personnel de design d'intérieur qui lui tenait à cœur. Elle a commencé à dire non à certaines sollicitations de son compagnon, non pas avec agressivité, mais avec une douce fermeté. Elle a recréé son propre jardin, et le résultat fut surprenant. Son compagnon, qui la tenait pour acquise, a commencé à remarquer son absence, à s'intéresser à ses nouvelles activités, à la chercher. Il a redécouvert la femme passionnée et autonome qu'il avait aimée, et non plus l'ombre dévouée qu'elle était devenue. Sa transition de la quête de validation à la valorisation de soi a été la clé, une virée émotionnelle qui a tout changé. Pour vous aider à cultiver ce jardin intérieur, je vous propose une micro-ferramenta simple, que j'appelle le filtre du café matinal. Chaque matin, en préparant votre café ou votre thé, un rituel si français, si personnel, prenez 3 minutes pour filtrer les pensées qui vous viennent. Identifiez une chose que vous faites aujourd'hui pour vous et non pour l'autre ou pour obtenir son approbation. Une seule chose.
Ce peut être lire un article qui vous passionne, écouter une chanson que vous aimez tant, planifier un moment seul dans un café où vous vous sentez bien. L'idée est de commencer la journée en réaffirmant votre intention d'être votre propre centre, votre propre saveur. C'est un petit geste, presque anodin, mais il vous aide à reprendre le contrôle de votre attention et de votre énergie, à vous rappeler que vous n'êtes pas un accessoire, mais le personnage principal de votre propre vie, comme un auteur qui prend le temps de savourer sa propre plume avant de se lancer dans l'écriture du jour. Comprenez bien que ces micro-actions ne sont pas des fins en soi, mais des marches sur un escalier. Elles vous préparent à la véritable révélation, à cette phrase encore puissante qui va sceller votre transformation, et à ce rituel de 21 jours qui vous donnera la carte et la boussole pour ce nouveau voyage. Le chemin est exigeant. Il demande de déconstruire des habitudes, des croyances ancrées. Mais la liberté qu'il offre est inestimable. Alors, êtes-vous prêt à vous offrir ce cadeau, à cesser de courir après l'ombre pour embrasser votre propre lumière, celle qui, seule, peut attirer l'autre par pur désir et non par nécessité? Êtes-vous prêt à cesser de mendier l'amour pour le rayonner? La prochaine étape est cruciale. Elle va cristalliser tout ce que nous avons vu ensemble. Mais avant de plonger dans cette ultime révélation, il est essentiel de comprendre que cette transformation n'est pas un acte égoïste, mais l'acte le plus généreux que vous puissiez faire pour vous-même et pour vos relations. Un acte d'authenticité pure. Cette vérité, cet acte d'authenticité pure, est le point de bascule. Car la générosité dont nous parlons n'est pas celle que l'on prodigue sans compter à l'autre, mais celle que l'on s'offre à soi-même. C'est le don de votre propre présence, de votre intégrité, de votre valeur intrinsèque. Imaginez un instant que vous êtes un monument historique de Paris, comme Notre-Dame, majestueux et inébranlable. Sa beauté n'a pas besoin d'être validée par chaque touriste de passage. Elle existe, elle rayonne par elle-même, et c'est cette présence assumée qui attire les regards, suscite l'admiration et même le respect. La quête incessante de l'attention de l'autre, c'est comme si la cathédrale se mettait à courir après les visiteurs pour leur demander « M'aimez-vous? Suis-je assez belle ?» L'absurdité est flagrante, n'est-ce pas? Pourtant, nous agissons souvent ainsi dans nos relations. Nous dévalorisons pour obtenir une miette de reconnaissance. C'est ici que l'effet du vide créateur prend toute sa dimension. Il ne s'agit pas d'un manque d'amour, mais d'un excès de besoin, d'une tentative de combler un vide intérieur avec la présence de l'autre. Un vide qui, paradoxalement, ne peut être rempli que par vous-même. En France, nous avons un terme pour cela, la suffisance, non pas au sens péjoratif de l'arrogance, mais dans sa signification première, celle de se suffire à soi-même, d'être complet, autonome. Lorsque vous devenez suffisant, dans le sens noble du terme, vous cessez d'être un puits sans fond et vous transformez en une source. Et une source, par sa nature même, attire. On vient à elle non par obligation, mais par soif. C'est une distinction cruciale, souvent négligée, qui change radicalement la dynamique des relations. La stratégie commune, celle qui consiste à prouver, à donner sans compter, à se rendre indispensable, échoue précisément parce qu'elle nie cette suffisance. Elle vous positionne en demandeur, en quête perpétuelle d'une validation externe. L'autre, même s'il vous aime, finit par ressentir le poids de cette attente, la pression de cette responsabilité de votre bonheur. C'est une charge émotionnelle lourde, une sorte de dette invisible qui s'accumule et qui, à terme, peut étouffer la relation la plus sincère. Freud l'avait bien compris. Nos mécanismes de défense, nos stratégies inconscientes pour éviter la douleur ou l'abandon, peuvent en réalité nous y précipiter. Nous construisons des murs pour nous protéger et nous nous retrouvons piégés à l'intérieur, seuls avec nos peurs. La vraie force de « je peux vivre sans toi » ne réside pas dans une menace ou un ultimatum, mais dans une profonde affirmation de soi. C'est la reconnaissance que votre valeur ne dépend pas de la présence de l'autre, ni de son approbation. C'est un retour à vous-même, à votre essence, à ce qui vous rend unique et précieux. Pensez à un artisan d'art dans son atelier, près du canal Saint-Martin, qui crée avec passion et minutie.
Il ne demande pas à chaque passant d'acheter ses œuvres pour qu'elles aient de la valeur. Il crée parce que c'est sa nature, son talent. Ses créations ont une valeur intrinsèque, et c'est cette valeur qui attire les connaisseurs, ceux qui savent apprécier la beauté et le travail. Vous êtes cet artisan, votre vie est votre œuvre, et plus vous vous y consacrez avec authenticité, plus elle rayonne. Ce cheminement n'est pas un chemin de solitude, mais un chemin vers une connexion plus profonde et plus saine. Car ce n'est qu'en étant entier que vous pouvez vous connecter pleinement à un autre être entier. C'est en étant votre propre pilier que vous pouvez partager le poids du monde, non le faire porter. Ce n'est pas un jeu de manipulation, loin de là. C'est qu'une danse d'équilibre, où chacun tient sa place, où chacun est une étoile dans sa propre galaxie, choisissant de s'aligner temporairement avec une autre pour un spectacle lumineux sans jamais perdre sa propre orbite. La question n'est plus « comment le retenir ?», mais « comment me retrouver ?» Et la réponse à cette question est la clé d'une transformation intérieure qui va bien au-delà de vos relations amoureuses. Elle impacte votre estime de soi, votre carrière, vos amitiés, votre manière d'habiter le monde. Elle vous donne une assise, une sérénité que vous n'imaginiez peut-être plus possible. Vous sentirez cette terre ferme sous vos pieds, cette certitude que vous êtes capable de naviguer seul, même dans les tempêtes. Et c'est cette certitude, ce calme intérieur, qui devient votre véritable pouvoir d'attraction. Il est temps de se libérer des chaînes invisibles de la dépendance émotionnelle, de ces scénarios répétitifs qui vous épuisent et vous laissent un goût amer. Vous êtes à l'aube d'une révélation majeure, une phrase Ankora qui va condenser toute cette sagesse en quelques mots et un rituel de 21 jours pour graver cette nouvelle perspective dans chaque fibre de votre être. Mais avant de vous les livrer, comprenez que cette force, celle de pouvoir vivre sans l'autre, n'est pas une fin en soi, mais le début d'une nouvelle histoire, la vôtre, écrite avec la plume de la liberté. Êtes-vous prêt à devenir l'auteur de cette histoire ? Le moment de vérité approche où vous pourrez enfin déclarer votre indépendance émotionnelle. Alors, voici la vérité qui libère, la phrase Ankora qui résonne avec la sagesse freudienne de l'individuation. Je suis ma propre source. Non pas une quête, mais une affirmation. Non pas un espoir, mais une certitude. C'est la reconnaissance que votre valeur n'est pas un ton de l'autre, mais une essence inaltérable qui réside en vous. Pour ancrer cette nouvelle perspective, je vous propose un chemin concret, un rituel simple à pratiquer pendant 21 jours, le temps qu'il faut pour transformer une intention en habitude. Voici le rituel du miroir intérieur. Chaque matin, prenez quelques instants, face à vous-même ou dans un lieu calme. 1. Regardez-vous. Reconnaissez votre présence. 2. Rappelez-vous 3 choses que vous aimez sincèrement en vous. Des qualités, des talents, des réussites. 3. Énumérez 3 projets qui vous animent profondément. Des passions, des rêves qui sont vôtres. 4. Pensez à 3 personnes importantes dans votre vie, autres que la personne que vous cherchez à désensibiliser. Celles qui vous soutiennent inconditionnellement. 5. Ressentez la force de cette connexion à vous-même et à votre monde, la réduction progressive de l'anxiété et l'augmentation de votre autonomie émotionnelle. Quand vous aurez intégré cette vérité, quand la force de cette autonomie deviendra palpable, je vous invite à faire une déclaration publique à vous-même et aux autres. Copiez et collez cette phrase exacte dans les commentaires sous cette vidéo. Mon estime de moi ne dépend plus de toi. C'est un engagement, une affirmation de liberté qui marque un point de non-retour. Si cette exploration a déjà fait bouger quelque chose en vous, si elle a allumé une étincelle de clarté, alors montrez-le. Laissez un j'aime, commentez avec cette déclaration. Abonnez-vous à La Pensée de Freud pour ne rien manquer des clés qui transforment et activez la petite cloche. Partagez cette vidéo avec une personne que vous savez être en quête de cette même liberté. C'est le début d'un mouvement, une chaîne de libération. Mais ce n'est qu'un début. La Pensée de Freud vous accompagnera pour aller plus loin. Dans notre prochaine session, nous plongerons dans le refus de la dépendance,
comment déconstruire les liens toxiques du passé, explorant comment les transferts inconscients peuvent se transformer en véritables chaînes et comment les briser. Et juste après, nous aborderons la sublimation de l'amour perdu, réinventer son désir pour une vie épanouie, pour comprendre comment transformer la douleur du détachement en une force créatrice. Ces vidéos vont apparaître à l'écran maintenant. Alors, êtes-vous prêt à laisser derrière vous les ombres du passé pour embrasser pleinement la lumière de votre propre chemin, même quand l'autre n'y est pas?